Shalom Vracha, Moadim Nesimha, Ligula Shlema, Bezrat Hashem, que cette fête qui arrive ce soir soit une grande fête pour nous tous. Alors en fait, de quelle fête s'agit-il? C'est très simple. La fête de Purim, mais pas le même Purim que vous connaissez. Ce soir, nous allons fêter le Purim 5708. Alors, en quoi consiste le Purim 5708? Eh bien, Purim 5708, cette même année 5708, il y a eu deux Purim. Le premier Purim que tout le peuple juif a fêté à l'époque dans le monde entier, et un deuxième Purim qui est apparu d'un seul coup, après 2000 ans d'exil, après 2000 ans de pogrom, après 2000 ans de diaspora. D'un seul coup, Akadosh Baruch Hu nous a fait le même miracle qu'à Purim, et il nous a donné cette fête qui s'appelle Yom HaAtzmaut, le jour de la délivrance. Alors pour comprendre la notion de Yom HaAtzmaut, eh bien, nous allons diviser le sujet en deux. Une première partie qui va être une partie un peu plus qui relève plus du domaine de la pensée juive, et une deuxième partie qui relève plus du domaine de la halakha. Alors on commence par le domaine de la pensée juive. Eh bien en fait c'est tout simple. Cette fête de Yom HaAtzmaut, en fait, elle vient annoncer l'indépendance du peuple juif, l'indépendance de l'État d'Israël. Et cette indépendance, cette notion d'indépendance, eh bien c'est pas une notion qui apparaît d'un seul coup en 5708. Au contraire, cette notion d'indépendance existe déjà dans la Torah. Et comme vous pouvez le voir, on va faire un petit résumé très rapide, un petit recensement des épisodes de l'indépendance dans la Torah. Et vous verrez que, en effet, cette indépendance, cette notion d'indépendance, eh bien, a déjà existé depuis la nuit des temps. Eh bien, on peut voir d'abord chez Adam Arishon, le premier homme qui avait sur terre. Au début, il a été planté dans le Gan Eden, au paradis, et à cause de sa faute, en fait, il a été exclu du paradis. Mais comme nous l'expliquent les Chachamim de la Chassidout, les Chachamim de la Kabbalah, eh bien, cette faute, quelque part, avait déjà été prévue par Akadosh Baruch Hu, et quelque part, le but était en fait d'orienter Adam Arishon et vers l'extérieur du Gan Eden, le faire passer d'une situation de quelqu'un d'assisté à une situation de quelqu'un de libre, quelqu'un d'indépendant. On revoit la même notion avec Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui dit: Lech lecha, pars de chez toi, de ta patrie, de ta famille. Donc en fait, l'approche est toujours la même. Une approche, un passage d'une situation de quelqu'un d'assisté à une situation de quelqu'un d'indépendant. Yitzhak Avinu, la même chose. Yitzhak représente la personne qui est a priori la plus assistée, puisque son père lui cherche une kala, c'est Eliezer qui va lui chercher sa kala, etc. À la fin, Yitzhak Avinu atteint un certain degré à partir duquel il va prendre Rivka, Vayevia Yitzhak Haoela Sarah Imo. Yitzhak fait entrer sa femme Rivka dans la tente de sa mère. Et à travers ce geste, en quelque sorte, eh bien, il fait preuve d'indépendance. Yaakov Avinu, bien sûr, il y a toute une explication pour nous dire pourquoi Yaakov Avinu avait-il besoin de voler les brachot de son père Yitzhak, qui est devenu aveugle. Eh bien, d'après certains avis, c'était justement pour qu'il puisse se confronter à la mida de Esav, pour qu'il puisse acquérir 1/60 de la harmomiout de Esav, son frère jumeau, de cette ruse, et pas seulement pour lui, mais pour les générations à venir. Car Yaakov Avinu, il n'est pas un trompeur, chas v'shalom, comme le disent les chrétiens dans leur Bible. Si vous regardez dans la paracha de la semaine après Toldot, ils disent: ah, Yaakov a trompé son frère, et bien maintenant c'est le trompeur trompé. Chas v'shalom, Yaakov Avinu,
Titen Emet le Yaakov. Yaakov Avinu est le Emet. Yaakov Avinu est la vérité. Et cette vérité, eh bien, elle doit se traduire à travers une prise de conscience, une prise en main de soi-même qui va déboucher sur l'indépendance. Et c'est la raison pour laquelle certains Chachamim nous expliquent que le but en fait de tout ce vol des brachot de Esav, eh bien c'était afin de faire d'hériter de cette mida de ruse un 60e. Il ne nous en faut pas beaucoup, parce que nous sommes des gens droits, mais il fallait qu'Yaakov nous hérite d'abord de lui-même et qu'il nous fasse hériter aux générations à venir d'un 60e de ruse pour qu'on puisse un beau jour fonder un État qui parfois, qui est malheureusement, étant donné qu'il est entouré de tellement d'ennemis, eh bien parfois il faut savoir ruser. Il faut savoir ruser comme le font les services secrets israéliens, comme le font l'armée israélienne. Et donc c'est pour cette raison que Yaakov Avinu a dû se confronter à la mida de Esav pour l'acquérir un petit peu, pas de façon innée en lui, mais de façon acquise. Et c'est grâce à cette mida de Yaakov qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons pu créer cet État qui est véritablement indépendant. Moshe Rabbeinu, bien sûr, on continue avec la notion d'indépendance dans la Torah. Moshe Rabbeinu qui s'enfuit du palais de Pharaon vers la délivrance. La sortie d'Égypte, la plus grande preuve d'indépendance, eh bien, c'est celle de la sortie d'Égypte, puisque nous sommes passés d'un état d'esclavage à un état de personnes enfin libres. Les guerres que le peuple juif, un nouveau point, les guerres que le peuple juif a menées avec Amalek, eh bien en fait c'était quelque part une préparation à la conquête du pays d'Israël. Et là aussi, c'était en fait tout un processus qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place afin de nous faire déboucher sur cette indépendance. Car avant, tant qu'on était dans le désert, eh bien, on était sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu, on est toujours jusqu'à présent sous la providence d'Akadosh Baruch Hu, mais avant cela, on n'avait rien à faire. C'était en fait une situation, comme nous dit la Torah, Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu va se battre pour vous et vous vaincrez. Eh bien, en entrant en Eretz Israël, le rapport de force, le rapport entre la providence d'Akadosh Baruch Hu et l'investissement du Ham Israël à la guerre devient un peu différent. Le Ham Israël doit prendre conscience qu'il doit s'investir dans la guerre. Il ne doit plus être assisté comme il l'a été pendant 40 ans dans le désert, mais au contraire, il doit maintenant passer à une nouvelle étape qui est l'étape de l'indépendance. C'est une sorte de maturité. C'est une prise en main de soi-même. Voilà pour la notion de l'indépendance dans la Torah. Deuxième point, qui est très important au niveau de la pensée juive, ce que nous disent nos Chachamim. Mi shenecha bet hamikdash el l'akadosh baruch hu ela arba amot shel halacha. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a que 4 coudées de halacha et il n'y a rien de plus. Qu'est-ce que veut dire cette phrase de Chazal, de nos sages? Eh bien, elle veut dire que depuis la destruction du Bet Hamikdash, tout le côté national a disparu. Il n'y a plus d'armée comme à l'époque de David Améler, il n'y a plus de chef des armées, il n'y a plus d'État indépendant, il n'y a plus rien de tout ça. C'est normal puisqu'on se retrouve on va en diaspora, donc il n'y a plus besoin de penser à tout ça. Pendant 2000 ans, qui est-ce qui veillait à l'économie du peuple juif? Eh bien, c'était les goïms, c'était les autres nations chez qui nous étions sous leur tutelle. On n'avait pas besoin de penser à l'agriculture, à l'économie, à l'indépendance. On n'avait pas besoin. C'était les autres nations qui veillaient à cela pour nous. Mais une fois qu'on revient en Eretz Israël, une fois qu'on redevient indépendant, eh bien là d'un seul coup, il faut réapprendre à devenir indépendant. Il faut réapprendre ce qu'on a oublié depuis 2000 ans, depuis la destruction du Bet Hamikdash. Il faut réapprendre ce que David Améler a institué lui-même à travers son royaume de David, à travers son armée, à travers son État, à travers
son économie, son agriculture, tout ça il faut réapprendre. Maintenant il faut redevenir un peuple indépendant qui va aller vers les autres peuples. Et enfin, un troisième point, toujours en rapport avec le Purim 5708, pour bien prendre conscience du miracle qui est arrivé l'année 5708, comme ce Purim qu'on vient d'appeler. On va expliquer dans une deuxième partie pourquoi on l'a appelé Purim. Eh bien, la troisième notion, c'est la notion de la concrétisation des prophéties. Tous les prophètes ont prophétisé pour notre époque. Ils ont dit, je vous ramènerai. Ils nous ont ramené, en fait, le message qu'Akadosh Baruch Hu leur a transmis par prophétie, dans lequel il leur dit, Unta'atim aladmatam, je les ramènerai sur leur terre et je ne les renvoierai plus jamais de leur terre. Ils ne ressortiront plus de leur terre. Et leur terre refleurira, comme nous dit Rashi dans Masechet Sanhedrin, il n'y a pas de preuve plus grande que la résurrection de la terre d'Israël. Et comme nous dit le prophète dans la prophétie des ossements asséchés, eh bien l'homme Israël en dehors d'Eretz Israël est considéré un petit peu comme un corps avec des ossements qui sont complètement éparpillés. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il vient et il rassemble ces ossements. En quelque sorte, il existe deux sortes de résurrection. La première résurrection qui est celle qu'on attend depuis la nuit des temps, la résurrection des morts, mais il existe aussi une résurrection collective. Pas seulement une résurrection indépendante, la résurrection du peuple juif, la résurrection de tout un peuple qui retrouve sa propre indépendance, et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Et à partir de tous ces éléments qu'on vient de dire, la première qui est la notion d'indépendance dans la Torah, la deuxième, la disparition du côté national de la Torah depuis la destruction du Beth Amikdash, et qui maintenant refleurit, et la troisième notion qui est la concrétisation des prophéties. À partir de là, on pourra comprendre dans une deuxième partie pourquoi faut-il remercier Akadosh Baruch Hu le jour de Purim 5708, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. À très bientôt.